Bonjour, Julien Lianas. Bonjour. Tu es chargé de mission au pôle numérique de l'Académie de Créteil et tu t'investis dans la prospective éducative sur tout ce que tu dis aujourd'hui être à la marge. Jeux sérieux, 3D, réseaux sociaux, téléphone portable. Pourquoi à la marge? Alors c'est à la marge en termes d'usage. C'est-à-dire ce qui est important, c'est les usages enseignants. Et c'est vrai que bon, sur la 3D, sur les jeux sérieux, on a commencé à faire des expérimentations, mais ça concerne des dizaines d'enseignants, hein, donc c'est vraiment très peu. En espérant que plus tard il y ait des avantages. Voilà. Le but c'est de vérifier certaines hypothèses, notamment en termes d'efficacité de ces supports, et si ces hypothèses sont vérifiées, à ce moment-là on essaiera dans un deuxième temps de faire grossir le panel d'enseignants-testeurs. Bon alors, je vais te poser une question basique. Qu'est-ce que tu fais exactement de tes journées? Et en clair, comment tu fais pour suivre ce projet? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, c'est sur les jeux sérieux, les jeux vidéo, mais on ne joue pas beaucoup. Hein. On fait un gros travail d'abord de veille. Alors à la fois de la veille qu'on va publier sur le site jeuxsérieux.ac-créteil.fr, ac-créteil.fr, mais aussi on a ouvert un compte Twitter, prospect-ed. Donc on fait un peu de veille qu'on publie, mais aussi on fait de la veille en interne. On travaille notamment pour le ministère de l'Éducation nationale sur une base de données qui va être livrée. Alors on a pris un petit peu de retard dans ce projet-là. On essaye de collecter la plupart des jeux existants en langue française, gratuits de préférence, et on essaie au moins les classer par niveau et par matière et voir si possible d'y ajouter un commentaire pédagogique. Bon, ça c'est pour les jeux sérieux en français, mais je suppose qu'on ne se limite pas aux jeux sérieux en français. Alors non, si on prend les jeux sérieux gratuits en français de qualité, combien il y en a à peu près? On doit être à peu près à une dizaine. Une peu. Dizaine de jeux qui vraiment sont des jeux de qualité, hein, où l'enseignant peut s'y retrouver. Par contre, après, il y a des centaines et des centaines de jeux existants, gratuits, disponibles. Donc pas de problème informatique, on peut y jouer dans le navigateur. Mais la plupart d'entre eux demandent quand même un investissement d'enseignant pour se les approprier, pour les intégrer dans leur pratique. Oui, bon, les enseignants qui vont t'écouter vont se poser la question, une dizaine de jeux gratuits, c'est pas beaucoup. Donc demain, on peut espérer qu'il y en aura peut-être un peu plus. Deux questions. Je crois que la plupart des jeux que l'on trouve sur le marché, en particulier les jeux payants, sont en anglais. Et deuxièmement, comment faire pour que demain il puisse y avoir exister un marché français, ou plus exactement, pourquoi il y a si peu de jeux en français? Alors quand je disais une dizaine, c'était vraiment ceux de qualité, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui ont été faits, qui ont été pensés pour l'enseignant. Hein. Après, il y en a pléthore, hein, il y en a des centaines et des centaines. Actuellement, effectivement, le problème, c'est l'adéquation avec les besoins de l'enseignant, le fait que la plupart des jeux, pour leur développement, demandent quand même des centaines et des centaines de milliers d'euros, et que si on dit à un développeur, bon, mais vous allez développer un jeu pour traiter un 20e ou un 50e du programme de 5e en sciences physiques, pour la France, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à 10 000, 30 000, 40 000 utilisateurs, et vous allez investir un demi-million d'euros, bon, ça bloque. Donc pour l'instant, les éditeurs qui s'intègrent dans ce marché-là sont plutôt sur des problématiques globales, c'est-à-dire qu'ils essayent de taper sur les mathématiques, les sciences physiques, la chimie, l'anglais et les matières qui sont considérées comme pouvant adresser un marché mondial. Bon, alors, on a fait un inventaire, on a essayé de voir quels étaient les jeux sérieux qui pouvaient être retenus, mais quels sont tes critères d'analyse te permettant d'évaluer les jeux sérieux à usage éducatif? Alors, comment fais-tu? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on essaie de rassembler les ressources existantes, les pratiques spontanées. Et la deuxième phase là, qui arrive, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'on a vu qu'il y a plusieurs centaines de jeux disponibles, peu en langue française et peu de qualité, mais il y en a quand même un grand nombre disponibles. Une fois qu'on a vu qu'il y avait donc 10, 20, 30, 40 enseignants à travers la France qui avaient vraiment fait l'effort d'analyser une pratique avec un jeu vidéo, la question qui se pose par rapport à ces retours et par rapport aux ressources existantes, c'est l'évaluation. Qu'est-ce qu'un bon jeu sérieux en fait? Alors on a travaillé avec des chercheurs, notamment des chercheurs du LIPSIS,
du laboratoire informatique de Paris 6, à travers un projet de développement de jeu, à travers d'autres initiatives. Et il y a 3 critères, pour l'instant, à confirmer, mais il y a 3 critères qui semblent être primordiaux, qui sont des critères assez classiques au final. C'est la distance par rapport au programme, donc par rapport au programme de la discipline, le programme qu'on voit dans les manuels scolaires, mais aussi la distance par rapport au socle commun de connaissances et de compétences. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une double lecture, une double critérisation. Alors, en théorie, les deux sont fondus. En théorie, le programme et le socle, c'est fondu. En pratique, encore aujourd'hui, il y a des enseignants qui s'introduisent, qui se familiarisent avec le socle, donc du coup, il y a un peu un double travail effectué pour l'instant pour l'enseignant. C'est pareil pour le développeur de jeux vidéo, on lui dit, ben voilà, là vous avez le manuel numérique, le manuel scolaire qui va suivre de manière très structurée le programme, mais vous avez aussi une entrée qui est un peu plus souple, un peu plus ciblée sur l'efficience du travail de l'enseignant, qui est le socle, avec des connaissances et des compétences ciblées. Donc premier point, les développeurs, il faut qu'ils prennent en compte cette matrice-là, double entrée. Donc première difficulté. Et quand il le fait sur une fiche annexe, comment il le fait? Comment c'est lisible par le professeur? Parce que, bon, la conformité au programme ou la référence au programme n'implique pas automatiquement que soit indiquée telle référence à un point particulier de compétence du socle. Alors, cette problématique, elle est centrale, c'est la distance donc, par rapport au programme et au socle. C'est-à-dire que plus le logiciel, le jeu en fait, est éloigné du programme, plus il faut combler cette distance. Cette distance, soit elle se comble avec des modules complémentaires dans le logiciel, évaluation, suivi, adaptation du logiciel, et là c'est compris, c'est dans le produit, et là on réduit la distance, soit c'est à l'extérieur. Alors deux solutions, soit on va accompagner l'enseignant pour qu'il réduise cette distance-là, et il y a certains jeux qui sont associés à des sites compagnons, ça c'est aussi une pratique classique, qui vont permettre de réduire cette distance, ou autrement c'est l'enseignant lui-même, et là c'est périlleux, c'est difficile, parce que c'est beaucoup de temps, qui va essayer de réduire cette distance en créant lui-même son matériel pédagogique annexe. Alors à la fois c'est cibler les compétences, c'est-à-dire que l'élève a joué, ensuite il faut revoir avec lui, avec une fiche spécifique ou avec un dispositif spécifique en disant voilà, tu as appris ça, tu as appris ci, pour que ça soit effectivement compatible avec parce qu'il faut que l'apprenant ait conscience de ce qu'il apprend, et ensuite la partie évaluation. Bon, ça c'est le premier critère. Ça c'est le premier critère. Voilà. Deuxième critère. C'est la distance par rapport aux contraintes fortes que sont les programmes, qui sont aussi pas forcément des contraintes, mais des besoins, programme et socle. Deuxième critère, c'est l'évaluation, le suivi. Il faut que l'enseignant sache en fait ce que va faire l'élève dans son jeu. Lorsqu'il joue, il faut que l'enseignant puisse savoir précisément quelles sont les compétences, les connaissances qu'il va pouvoir travailler et avec quoi il va être mis en relation. Alors, premièrement, il y a un problème on va dire, presque déontologique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ne peut pas présenter une boîte noire à l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant, il faut qu'il soit avec l'apprenant pour savoir qu'est-ce qu'il fait, l'apprenant, c'est sa responsabilité. Et ensuite, il y a toute une partie évaluation, c'est-à-dire que ça va permettre à l'enseignant de savoir par où est passé l'élève, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il n'a pas appris, donc ça c'est pareil. Idéalement, c'est fait dans le jeu parce que l'enseignant n'aura pas besoin de faire un travail d'ingénierie très chronophage. Et dans la plupart des cas, c'est l'enseignant qui doit le faire avec du matériel support ou lui-même. Voilà, ça c'est le deuxième critère, suivi et évaluation. Et le troisième critère important, c'est, alors on va utiliser un gros mot qui est la question de l'outil auteur, hein, qui vient de... Tout ça, c'est en fait lié avec une hybridation qui me paraît nécessaire entre le ludo-éducatif et le e-learning. En fait, si le jeu sérieux, ce qu'on peut définir comme jeu sérieux aujourd'hui, c'est l'hybridation, comme je le vois et comme on le voit dans la pratique, entre le ludo-éducatif et ses aspects stimulants, simulants, et le e-learning, qui était plus effectivement dans l'aspect compétence, suivi, évaluation. Donc le troisième critère, c'est l'outil auteur qui est vraiment présent dans tout ce qui est logiciel de e-learning, qui va permettre au formateur, à l'enseignant, de créer son parcours pédagogique. D'adapter. Alors, outil auteur, c'est un bien grand mot parce que dans la plupart des jeux, on a des petites fonctions qui vont permettre
d'adapter à la marge le jeu par rapport aux besoins de l'enseignant. Et ça, c'est primordial aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que, plutôt que d'utiliser l'expression jeu sérieux, qui quelquefois ne fait pas sérieux, quand on s'adresse à des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de parler de logiciel de simulation? Alors, c'est ce qui apparaît là dans le travail qu'on fait avec le ministère de l'Éducation nationale. On essaie de réfléchir sur la structure des jeux. C'est un travail qui avait déjà été fait par le laboratoire d'informatique de Paris 6 également. On s'aperçoit que la plupart des jeux ont des ressorts de simulation. Bien sûr. Donc, bon, alors ça peut être très proche de simulation. On a des outils, des jeux sérieux qui vont permettre de se former à la chaîne logistique. Utilisable dans les lycées professionnels par exemple. Utilisable dans les lycées professionnels par exemple. Et on a d'autres jeux, mais où il y a toujours un aspect de simulation. Alors on a des jeux actuellement là, qui notamment un jeu qui a été utilisé par un professeur de Gustave Eiffel au lycée Gustave Eiffel de Cachan, qui est un jeu sur l'enquête scientifique, hein, qui surfe un peu sur toutes ces séries de police scientifique. Et là, pareil, hein, on travaille sur les questions de génétique, les questions d'empreintes digitales, etc. Donc on fait de la SVT, et on fait de la SVT en simulant le travail d'une enquête, une police d'enquête scientifique. Bon, dites-moi, ces jeux sérieux, on a l'impression que c'est une nouveauté. Est-ce que c'est le monde numérique d'aujourd'hui qui nous fait penser que c'est une nouveauté? Mais quand on regarde l'histoire, ça date de plus longtemps? Alors c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Il y a différents courants. Il y a, on peut penser effectivement au 15e, 16e siècle, l'éducation des princes à travers tout ce qui est les jeux de guerre, les wargames, etc. On peut remonter bien plus loin. Bon, il y a certaines personnes qui communiquent sur ces questions de jeux sérieux, et vous allez voir les photos de lionceaux qui apprennent en jouant, etc. Dans les années 80-90, il y a eu tout l'aspect de la théorie qui accompagnait l'essor du ludo-éducatif. Donc rien de nouveau, et c'est vrai que même le terme jeu sérieux, l'oxymore brouille les pistes. C'est pour ça que, en toute humilité, nous on travaille plutôt sur le jeu vidéo, qui permet de circonscrire bien comme il faut notre domaine de travail. Effectivement, on peut s'intéresser aux jeux plateau, aux jeux de rôle papier, etc. Mais notre champ de travail, c'est vraiment le jeu vidéo. Donc ça, c'est pour... C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout l'écran. C'est surtout l'écran, oui. La nouveauté, c'est l'écran. Le jeu sérieux, c'est pas si nouveau que ça, mais la nouveauté, c'est l'écran et la force des outils numériques et de la technologie. Voilà, c'est le passage au numérique. Le passage au numérique, donc à la fois l'écran et la mise en réseau au niveau numérique. Donc ça, c'est les deux points importants. Donc rien de neuf sous le soleil. Hein. Nous, on s'est positionné sur cette question-là du jeu sérieux parce qu'au niveau industriel, il y a une fenêtre de tir en fait. Hein. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, ce qui est efficient, ce qui est bon d'après moi pour l'enseignant et pour le système éducatif, c'est le mariage de raison entre des acteurs du ludo éducatif et des acteurs du e-learning. C'est-à-dire des gens qui se sont focalisés sur les aspects de motivation dans l'apprentissage et des gens qui sont plutôt centrés sur les aspects d'évaluation. Et donc ça, c'est ça qui est très important, c'est motivation, évaluation. Merci beaucoup.